J'espère que vous m'entendez bien. Donc, comme l'a dit le Dr Borde, je vais vous présenter aujourd'hui la communication alternative améliorée, un tremplin vers les apprentissages, point d'interrogation. Alors, déjà, je vous prie de m'excuser par avance pour l'aspect très didactique de la toute première partie, mais je vais commencer par des rappels sur le langage. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise le langage ? Simplement parce que c'est l'outil de communication que les êtres humains ont choisi de privilégier. Donc c'est bien un choix de notre part. Concernant les définitions, il n'y a pas de consensus réellement sur les définitions du langage, mais j'en ai pris deux pour vous imager un petit peu. La première, c'est que le langage, ça serait la capacité qui est observée chez tous les hommes d'exprimer leurs pensées et de communiquer au moyen d'un système de signes vocaux éventuellement graphiques, notamment via la langue. Une deuxième proposition, ça serait que c'est la fonction qui permet d'exprimer et de percevoir des états affectifs, des concepts, des idées au moyen de signes. D'un point de vue anatomique, je vais être assez bref, parce que ce n'est pas forcément non plus le domaine que je maîtrise particulièrement, mais c'est pareil, ce n'est pas parfaitement consensuel et ça fait encore l'objet de recherches relativement actives. Donc je vais simplement vous présenter le modèle le plus récent qu'on peut retenir, notamment grâce à l'imagerie fonctionnelle et à la méthode de modélisation dynamique causale, qui est qu'on a des aires de traitement pour le langage qui sont anatomiquement distinctes et que ce traitement de l'information il va se faire en parallèle avec autour du sillon latéral de l'hémisphère gauche une sorte de boucle neurale qui va être impliquée dans la compréhension orale du langage et sa production par la parole avec deux épicentres du traitement sémantique qui sont les aires de Wernicke et de Broca. Au niveau fonctionnel, alors j'ai pris le schéma le plus basique possible avec un versant émetteur, un versant récepteur. Donc le versant émetteur, il va émettre une intention dans son message il va devoir le coder ensuite pour pouvoir le transmettre. Au niveau du récepteur, lui, il va devoir décoder le message, donc déjà devoir connaître le code qui a été utilisé par l'émetteur, et va ensuite interpréter ce message, et c'est là que certains biais vont parfois se trouver. Et c'est là aussi que le non-verbal va être très important pour cette notion d'interprétation. Concernant le développement du langage, donc c'est un processus qui est très lent, qui va prendre sa source dans les premières communications et qui va s'établir relativement progressivement. Ensuite, il va dépendre des capacités neurocognitives qui vont être innées, qui vont être probablement génétiquement déterminées, et d'une rencontre de l'enfant avec un environnement humain parlant. Ensuite, on a ce qui existe qui s'appelle des périodes sensibles dans le développement de l'enfant. Et celles-ci se situent globalement entre les 0 et les 7 ans. Donc c'est des périodes pendant lesquelles il est important de stimuler les fonctions de l'enfant pour que celles-ci puissent se développer le plus efficacement possible. Alors, on peut constater qu'il y a différents pics selon les fonctions qu'on cherche, dont les principaux se trouvent toujours dans les premières années de vie de l'enfant. Et donc, le développement du langage, il est tout particulièrement favorisé ici entre les 2 à 3 ans. Alors, je vais faire un point aussi sur la différence entre ce qu'on appelle le langage et sur la communication. Parce que c'est des éléments qui sont particulièrement importants, mais qui ont une différence principale qui est que ça ne se situe déjà pas tout à fait au même niveau. C'est-à-dire que la communication, c'est un processus qui est global, qui est inné et qui comprend le langage dedans. Le langage, lui, il est acquis, il est structuré, il est complexe dans ce qu'il souhaite aborder. Et ce n'est qu'un outil de la communication parmi d'autres. Ensuite, le but de la communication, ça va être principalement l'interaction et l'expression des émotions les plus simples. Enfin, non, l'expression la plus simple des émotions. C'est plutôt dans ce sens-là. Là où le langage, son but, ça va être la transmission du savoir et ça va être la précision dans ce qu'on souhaite aborder. Non. Pardon. Donc on voit que ces deux notions, elles sont extrêmement importantes pour l'être humain, c'est-à-dire que sans le langage, on limite énormément le champ des possibles de la personne, et sans la communication, on va se couper complètement des relations sociales. Donc dans tous les cas, ce qui va motiver la communication et le langage, c'est l'intention qu'on met derrière, et c'est donc important de ne pas bloquer ce facteur intentionnel en ne prenant pas assez les besoins de la personne en compte. Alors je vous ai pris quelques exemples d'obstacles à la communication, simplement pour montrer que quand il y a un obstacle, il y a généralement une solution qui n'est pas forcément extrêmement compliquée à trouver derrière. Alors un premier obstacle, ça pourrait être la barrière linguistique. Donc tout simplement quand deux personnes ne parlent pas la même langue et n'arrivent pas forcément à se comprendre,
Eh ben, des solutions possibles, ça serait un outil de traduction ou encore l'utilisation du non-verbal qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, au niveau, on peut avoir les différences culturelles. C'est-à-dire que les cultures, elles ont des normes et des valeurs différentes qui peuvent influencer la façon dont les gens communiquent et interprètent les messages. Donc pour surmonter cette difficulté, eh ben, on peut simplement adopter une attitude ouverte et respectueuse ou éventuellement se renseigner aussi en amont sur la culture de la personne qu'on a en face à nous. Et ensuite arrivent les troubles moteurs et langagiers, donc ce qui nous concerne un petit peu plus aujourd'hui, que j'ai regroupé sous la même bulle parce que pour moi, les solutions qu'on va pouvoir proposer sont globalement du même ordre. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc si on a des troubles moteurs qui sont importants, ou qu'on a des troubles langagiers expressifs, réceptifs ou même mixtes, qui sont présents chez une personne, ils vont pouvoir empêcher la transmission d'informations, même les plus simples. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme solution? Eh bien, entre autres prises en soin, bien sûr, on va avoir des rééducations en orthophonie, en ergothérapie, et la mise en place d'outils de compensation et de stratégies, comme par exemple la communication alternative augmentée, ou que je vais appeler C2A aujourd'hui, et qui arrive tout de suite. Alors, la C2A, donc communication alternative augmentée, communication alternative améliorée, augmentative, on entend pas mal de termes qui revêtent globalement la même signification. Alors, sur le point alternative, c'est-à-dire que les personnes ne disposent pas du tout du langage et ont besoin de solutions alternatives à la parole, c'est-à-dire des aides techniques qui vont remplacer et qui vont leur permettre de communiquer différemment. Ensuite, on a l'aspect augmenté ou amélioré, qui signifie qu'une personne n'arrive pas suffisamment à se faire comprendre et va avoir besoin de solutions de communication pour compléter et améliorer sa parole pour rendre le message plus compréhensible. Alors, je vous ai pris l'exemple de situations de communication entre deux personnes, enfin du moins de discussion entre deux personnes. Donc le plus classiquement, généralement l'émetteur, comme on l'a dit tout à l'heure, va utiliser la parole pour entrer dans la sphère du langage. Et depuis la sphère du langage, il va y avoir le récepteur qui va décoder et récupérer l'information. Mais imaginons que pour une raison ou pour une autre, l'émetteur ne puisse plus avoir accès à la parole ou que le récepteur ne puisse plus récupérer correctement le message, il va falloir trouver une solution alternative et, vous l'aurez compris, c'est éventuellement la communication alternative augmentée. Alors il faut se souvenir que lorsqu'on a des difficultés de communication, les deux personnes sont en situation de handicap. C'est ce que j'appelle le tort partagé des troubles de la communication. Mais cela dit, ça reste une situation qui est très inégale, c'est-à-dire que la plupart du temps, on va avoir une des deux personnes qui a ce trouble de la communication et qui va être en difficulté dans absolument toutes les communications qu'il va tenter d'exprimer. Ce qui ne va pas être le cas de l'autre personne, généralement, qui, elle, ne va être en difficulté qu'au moment de la conversation. Donc ce qui serait important, ça serait d'arriver à instaurer un équilibre en cherchant soi-même à trouver une solution. Et idéalement, il faudrait que l'interlocuteur, je dis bien idéalement, puisse connaître et avoir accès à des outils de C2A qui seraient assez universels pour adapter sa propre façon de communiquer avec l'autre. Alors, d'un point de vue plus politique et plus actualité, on va avoir la conférence du handicap de 2023. Alors, je vais vous passer la lecture du paragraphe de l'allocution et me concentrer plutôt sur le texte qui est peut-être un petit peu moins vague. Alors, on va voir établir la structuration de l'offre d'accompagnement à la démarche de C2A et organiser un accompagnement des personnes vivant en établissement ou à domicile par des professionnels ou des aidants qui sont formés à la C2A et aux aides techniques. Alors ça devrait avoir lieu d'ici fin 2024. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de former des professionnels, de former des équipes pour intervenir éventuellement en société, dans les différents milieux, alors je vais dire, je sais pas, le sport, je vais dire les écoles, les choses comme ça, pour essayer de sensibiliser, de mettre en place des outils, de développer des outils avec les professionnels ou avec les familles. Et il va y avoir également le besoin d'intervenir auprès de ces personnes en situation de handicap vis-à-vis de la communication pour développer des outils avec eux directement. Alors, un autre point qui est très important, c'est mieux rembourser les aides techniques pour la communication par la PCH. Ça devrait avoir lieu d'ici, normalement, 2025. Pourquoi c'est très important? Parce que, comme d'habitude, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et que les aides techniques pour la communication, c'est pour les plus pointus, les plus sophistiqués, ça va être relativement cher et c'est relativement mal remboursé par la PCH.
Alors, pour exemple, à un niveau plus local, l'étude à laquelle j'ai participé en 2019 lors de mon mémoire avec le docteur Amon Torni m'avait amené à évaluer les moyens et besoins de communication pour les enfants polyhandicapés en Limousin. Et déjà, on avait des résultats qui étaient assez intéressants. Alors, je vais vous les passer rapidement, malgré tout. C'est qu'on avait très peu d'enfants polyhandicapés qui étaient scolarisés, notamment du fait de troubles de la communication qui étaient relativement importants. Ensuite, on avait un manque qui était assez important de formation concernant les handicaps lourds d'une part, mais aussi sur les outils de communication, que ce soit les professionnels de l'enseignement ou les professionnels de santé. On avait interrogé sur les professionnels les plus sollicités, c'était en proportion égale les orthophonistes et les ergothérapeutes. Bon, c'était globalement ça. Il y avait d'autres professionnels, psychomotes, qui pouvaient intervenir également, par exemple. Ensuite, ce qui ressortait aussi, c'était une potentielle sous-utilisation des nouvelles technologies. C'est-à-dire que systématiquement, les pictogrammes étaient utilisés, donc sous forme soit d'images, soit simplement de classeurs de pictogrammes, par exemple, mais très peu de synthèse vocale, très peu de tablettes, etc. Voilà, c'est juste que ça ressortait par méconnaissance ou par manque de formation également. Et enfin, concernant l'évolution souhaitée, il y avait un besoin ou des attentes de partenariat ou de formation, en tout cas de démarche d'évolution sur ce point de la communication. Ensuite, pour soutenir un petit peu tout ça, il y a également eu une enquête du CREI Nouvelle-Aquitaine en 2022 qui avait relevé un petit peu la même chose, à savoir une sous-utilisation des nouvelles technologies. Alors, il y avait également une sous-représentation des besoins dans les LCA et de manière générale, il y avait un besoin d'accompagnement important dans l'environnement. Alors, ce travail autour de la C2A, c'est d'abord différents niveaux d'approche et une approche individuelle qui est importante, avec une évaluation globale des capacités, avec une restitution de cette évaluation à la personne et à sa famille, une élaboration des objectifs de C2A, et la mise en œuvre des outils à proprement parler avec différents niveaux de technologie. Alors, en technologie qui était non assistée, donc qui n'a pas besoin d'un support, on avait par exemple l'utilisation des signes via le Macathon par exemple. On avait également le renforcement de l'utilisation des expressions faciales. En basse technologie, en low-tech, on avait, comme je vous disais tout à l'heure, les classeurs de pictogrammes, avec, là je vous ai mis l'exemple du PEX, ou l'utilisation de fiches alphabétiques pour que la personne puisse pointer les lettres dont elle veut parler. On a la mid-technologie, la moyenne technologie, qui commence à intégrer le retour, ce qu'on va appeler le retour vocal, le retour sonore également. C'est-à-dire que l'exemple des boutons enregistreurs, on enregistre un message sur un bouton et le fait de rappuyer dessus redit le message qui a été enregistré. Et enfin, on arrive à la haute technologie, donc avec les tablettes de communication, les commandes oculaires, etc. Donc là, c'est des outils qui sont très pointus, qui sont très sophistiqués, qui sont également très chers. Et donc c'est très intéressant comme outil, mais il faut quand même garder en tête que, comme d'habitude, c'est pas parce que c'est plus cher, que c'est plus sophistiqué, que c'est forcément mieux. C'est-à-dire que chacun de ces outils va pouvoir avoir sa place à un moment dans l'accompagnement. Il sera peut-être pas pertinent, mais on va réfléchir un petit peu à tout. Ensuite, forcément, il va y avoir le financement de ces aides techniques qui va arriver, le suivi sur le long terme de l'utilisation de ces outils. Alors, c'est aussi une approche qui est institutionnelle, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les enfants ne peuvent pas forcément tous être scolarisés correctement, et une des raisons, c'est aussi qu'il n'y a pas forcément d'outils de communication suffisants qui sont mis en place. Alors, on peut que ce soit, alors là on met dans les établissements sanitaires, socio-médico-sociaux, ça peut être un petit peu plus large que ça, mais on peut proposer des accompagnements là-dedans et des aménagements temporels et spatiaux. Alors je vais dire par exemple de la signalétique dans les établissements, la mise en place d'horloges adaptées par exemple, ou des choses comme ça. Et enfin, ça va aussi être une approche sociétale. Parce que comme je l'ai dit, il y a un besoin d'accès aux soins, à l'éducation, au sport, à la culture, à tous les milieux. Donc, comme j'ai dit plus tôt, via l'intervention de professionnels dans ces différents milieux, ça pourrait rendre la société aussi outillée que possible dans ce domaine.
Alors, concernant la place de la C2A dans le parcours de soins, donc je vous ai mis une pyramide de Maslow adaptée concrètement, donc avec toujours la satisfaction des besoins primaires qui est à la base, l'autodétermination qui est au pinacle de la pyramide, et au milieu, l'amélioration de la communication. Donc on voit que ce n'est pas dans la satisfaction des besoins primaires, mais ça arrive quand même relativement vite dans les besoins de la personne. Ensuite, assez logiquement, c'est aussi un accompagnement qui est systémique, la mise en place de la C2A, parce qu'il y a besoin de travailler avec la famille. Donc, si c'est possible, la mise en place d'éducation thérapeutique du patient parent-enfant, c'est une super idée pour avancer dans ce domaine-là. L'implication de la famille lors des séances, elle est hyper importante, parce qu'il y a un besoin d'utilisation de l'outil dans tous les milieux, donc dans le milieu familial, et par conséquent, il y aura besoin de formation des proches, donc en intervenant au domicile, par exemple. Ensuite, il y a le même type de travail qui est à faire avec l'école, c'est-à-dire qu'il faut former les enseignants qui vont devoir utiliser aussi cet outil-là, et donc il va falloir intervenir sur des temps de classe. Et enfin, un travail qui est important avec les paramédicaux pour parler des habitudes d'accompagnement, les prendre en compte, les outils et les méthodes qu'ils utilisent pour les intégrer également au suivi. Et de manière générale, dans tous les cas, travailler en socio-constructivisme, ça reste le plus important. Alors, concernant les lignes directrices qu'on pourrait avoir sur la C2A, on retrouve, comme on avait dit, une intention de communication qui est universelle. On va avoir l'expression des émotions qui va faire partie des besoins fondamentaux. Donc on peut se dire que faciliter leur expression en premier lieu, ça permettrait d'apporter du mieux-être à la personne. Une autre ligne directrice, ça serait que la C2A, ça permet d'améliorer les capacités langagières, ou du moins d'y avoir accès. Et donc, le fait de ne pas développer ces capacités langagières, ça empêcherait un développement du langage de manière générale et des apprentissages. Et donc, ça constituerait potentiellement une perte de chance pour les personnes.